niveau, enfin, que ce soit et, intermédiaire et expert. Ça va essayer d'aborder plein de sujets différents pas forcément des langues à chaque fois, mais on va tester les niveaux pour que viennent quand ça leur parle et si ça leur parle pas, ils vont écouter. D'accord. Aussi, hein, que on commence à 10-15 environ. Donc profitez bien. Merci. Bah, ouais. Ça tombait bien, de toute façon, c'était effectivement le type de profil, comme je disais tout à l'heure, qu'on ciblait un peu. C'est des gens plutôt débutants qui maîtrisent pas bien les notions nécessaires pour construire un site internet. Et comme je disais tout à l'heure, c'était de définir quelques notions de base qu'on va retrouver, quels que soient les sites internet que vous allez pouvoir rencontrer ou que vous allez pouvoir construire vous-même. Donc effectivement, on va aujourd'hui, alors l'objectif c'est effectivement d'aller jusque-là, hein, construire son site internet web avec WordPress. On est quand même dans la communauté WordPress. On verra pas ça aujourd'hui. On va surtout rester concentré sur l'environnement d'un site web et on va aborder quelques notions de base aussi d'un site web. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Emmanuel Esri. Je travaille avec WordPress maintenant depuis, on va dire, 2011-2012. Donc ça va faire bientôt 6 ans, 6-7 ans. Je suis développeur web depuis un paquet d'années maintenant, professionnellement depuis les années 2001 à peu près. J'ai fait beaucoup de choses, diverses et variées, pas forcément que du PHP, du site web, j'ai fait plein de choses, toujours dans les technologies web. Et aujourd'hui, je suis donc développeur web. C'est très récent pour une extension WordPress justement qui s'appelle Polyong. Peut-être que vous avez entendu parler, qui permet en fait de rendre WordPress multilingue, qui n'est pas une fonctionnalité native de WordPress, contrairement à certains CMS. Donc on va commencer par... alors on va interagir un petit peu, je vais vous poser quelques questions, je ne vais pas afficher tout de suite les réponses, parce que sinon ça va être trop simple. Et puis comme j'ai pas animé mon slide, du coup ça coupe un peu la présentation. Donc la première chose, c'est déjà d'essayer de définir qu'est-ce qu'Internet. Parce que j'ai l'impression que des fois, souvent, les gens confondent plusieurs notions à l'intérieur d'Internet. Donc selon vous, qu'est-ce qu'Internet? Il n'y a pas de question piège, hein, pas de réponse idiote. Parce qu'aujourd'hui, Internet en France, c'est quand même relativement récent, ça a une vingtaine d'années. C'est un support de communication, Hum, un réseau. alors pas, ouais, justement, voilà, pas tout à fait. À la base, Internet, c'est beaucoup plus technique que ça en fait. Et en même temps, c'est beaucoup plus simple que ça. À la base, c'est un simple réseau informatique. Donc, un réseau informatique, qu'est-ce que c'est? Au tout début, c'était des ordinateurs. Maintenant, aujourd'hui, on voit bien, il y a plein d'appareils connectés qui peuvent se connecter à Internet. Nos smartphones, nos tablettes. Donc Internet, c'est uniquement ça. C'est juste un support de communication, alors un support physique. Hein. Oui. Donc c'est un support physique où il y a un certain nombre d'ordinateurs ou d'appareils connectés aujourd'hui et qui sont interconnectés entre eux. Et en plus, c'est mondial. C'est-à-dire que les machines sont réparties sur toute la planète. Donc c'est ça à la base d'Internet. Et c'est tout. Donc physiquement. Vous dites que... Oui, ça c'est le réseau physique, mais aujourd'hui, donc ça je dirais, c'est presque un terme impropre qu'on utilise aujourd'hui pour désigner quelque chose qui est beaucoup plus important que ce réseau physique d'ordinateur. Après, il passe par tout ça passe par des fils et pour que Ouais. puisse communiquer justement entre tous
ces, enfin, ces ordinateurs, ces Ah, mais postes, sur- en l'occurrence ces postes, ces hosts, Mhm. pour que ça puisse communiquer tous ensemble, voilà. Après, Alors, sur Internet, après, ça contient le web, ça contient ouais, le web, voilà, on y vient. mail. Ok. Donc effectivement, il y a un autre terme qui est venu se rajouter en fait sur ce réseau physique, c'est le World Wide Web, hein, la toile d'araignée mondiale. Donc ça, c'est une notion qui est venue se rajouter un petit peu plus tard. Donc qui est au début des années 90, en fait, c'est né ça. Donc c'est né par un labo de recherche qui a décidé en fait de pouvoir partager sa documentation. Donc c'est né comme ça. Donc ça, c'est une couche supplémentaire qui est venue se rajouter sur le réseau physique d'ordinateurs interconnectés entre eux pour partager de la documentation. Et du coup, cette documentation, elle est comment sur le web? Ça se retraduit, enfin, elle circule via tous ces petits fils-là pour après Ouais. être retranscrit sur nos postes Ouais. visuellement. Ouais. Elle est libre, accessible. Je sais pas ce que tu veux entendre. Ouais, voilà. oui, C'est oui. ça. À l'origine, je crois que c'était militaire. C'était ARPANET. Oui. C'était un réseau qui a dû être décentralisé de manière à ce que s'il y avait un des points qui cassait, que l'information pouvait toujours communiquer entre tous les autres points qui étaient greffés. Sur les tout premiers réseaux informatiques, ils étaient en ligne. Et s'il y en avait un qui pétait, il n'y avait plus du tout de communication possible. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé un réseau en toile d'araignée, de manière à ce que s'il y avait un des points qui disparaissait, à ce moment-là, on pouvait toujours communiquer. Et après, il y a l'éducation qui s'est mise dessus, comme tu l'as expliqué. Et c'est pour ça que les universités américaines ont commencé à échanger de la data avec la recherche et puis les universités. Bon, ça, c'était juste le Ouais, point de mais c'est précision. tout à fait ça. Donc en fait, on a voulu partager des fichiers ou de la documentation ou simplement du texte Ouais. qui devait être donc facilement accessible sur les postes de travail des gens qui avaient besoin de se documenter. Et donc pour communiquer, en général, enfin même quand on est dans le langage naturel, on a besoin d'avoir une sorte d'interface. Donc c'est le langage naturel qui va servir d'interface. Donc là, c'est pareil. Donc à la même époque, il a été inventé un langage. L'hypertexte, c'est ça que tu veux? Bah oui, c'est ça, l'hypertext markup language, hein, le HTML qu'on connaît tous aujourd'hui, il a été créé à la même époque, justement, pour qu'on ait un langage simple à comprendre, simple à écrire. Quand tu parles d'hypertexte, tu entends derrière HTTP? C'est les liens Alors cliquables ça qui justement, permettent, voilà. en fait, de relier les sites. Là, je parle de HTML déjà. D'accord. C'est avoir un langage commun, facile à écrire et facile à comprendre. Donc ça, c'est le HTML. Et effectivement, on a donc dans HTML, hein, on a hypertexte, markup. J'écris comme un cochon. Hypertexte. C'est HT, hein, c'est hypertexte ici, markup language. Donc HTML, hypertext, markup language. Donc ça, c'est la première chose, on a un langage. Et après, il faut que quand on communique, il y a la personne qui va envoyer le message, donc moi, qui suis en train de parler, et puis vous qui écoutez. Et donc il faut, pour qu'on se comprenne, il faut qu'il y ait un protocole. Donc là, c'est le protocole. Là, Voilà. on vient au protocole HTTP. Donc ça, tout ça est né en même temps en fait que le World Wide Web, juste par le besoin de partager de la documentation sur ce fameux réseau physique. Donc là, on est effectivement HTTP, hein, donc c'est pareil, c'est hypertexte. Protocole. Donc ça existe toujours aujourd'hui. Et ça date donc du début des années 90, et ça existe toujours. Et c'est toujours ce qu'on a besoin, en fait, on le verra, pour créer des sites internet. Ça, même s'il y a eu des évolutions, des choses qui se sont améliorées, ça c'est toujours la base. Et pour bien comprendre, peut-être expliquer qu'il y a eu d'autres protocoles qui sont nés en même temps.
comme le FTP, Je vais y qui est le venir. File Transfer Protocol qui permet d'échanger les fichiers. Le NNTP, donc qui est un protocole d'échange de newsgroup. Je ne sais pas si ça vous parle, les newsgroups. Ce sont des forums d'échange de data. Et puis il y en a qui ont disparu. Il y a Gopher aussi qui était né au tout début et puis qui n'a pas perduré. Enfin, il y en a un petit paquet. Et SSH, c'est la Alors même ça, chose. c'est du secure shell en fait. Ça Ok. c'est encore différent, c'est un autre protocole qui permet d'accéder directement à la machine Via la ligne de commande, via la ligne de commande. d'une manière En sécurisée. ligne de commande, d'accord. D'une manière Et sécurisée. par un système de cryptage qui sécurise en fait la liaison. Où je voulais en venir, c'est que voilà, ça existe toujours et on a encore les notions qui apparaissent quand on va sur Internet. Puisque à chaque fois qu'on tape, je vais parler d'adresse d'une page ou d'un site web, on va forcément mettre HTTP devant pour bien signifier que c'est le protocole de communication qu'on va utiliser dans son navigateur. Très souvent, le premier sous-domaine d'un site internet, ça va être 3W, donc le fameux World Wide Web. Ça vient de là. C'est historique. Alors après, on n'est pas forcément obligé d'utiliser www comme sous-domaine, hein. Mais toutes ces notions-là viennent historiquement de là. Et elles existent toujours. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, en fait, Internet, c'est quelque chose de plus... Enfin, sous le nom Internet, c'est quelque chose de plus global, en fait. Et qui est un petit peu plus complexe. Et qui est résumé juste par ce terme-là, mais qui est, entre guillemets, un petit peu impropre. Parce que normalement, Internet, c'est que le réseau physique. Donc maintenant, on va parler du site Internet. Donc selon vous, qu'est-ce qu'un site Internet, justement? Des pages HTML. Oui, ça peut être des pages HTML, mais pas que. Oui. Donc qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un regroupement d'informations. Ah, ça me plaît mieux. Un regroupement d'informations situé sur Ouais, un un site Internet, voilà, c'est un regroupement en fait de ressources qui sont accessibles publiquement. Donc les ressources, ça peut être, c'est des fichiers en fait. On va mettre à disposition des fichiers. Parce que qu'est-ce que sont les pages HTML? C'est ni plus ni moins que des fichiers qui sont mis à disposition et qui sont interprétés après derrière par votre poste de travail pour faire un affichage. Mais vous pouvez mettre à disposition des images, des vidéos, des fichiers PDF, d'autres fichiers qui ne sont pas forcément interprétables directement par votre navigateur. Hein, des fichiers Excel, Word, enfin tout type de ressources. Et surtout, toutes ces ressources, elles vont avoir ce qu'on appelle une adresse unique qui va identifier bien chaque ressource. Donc ça porte un nom. Non. Alors les IP, qu'est-ce que c'est les adresses IP? C'est les adresses de chaque réseau. Alors les adresses IP, chaque ordinateur, ouais, voilà. Les adresses IP, c'est une adresse qui permet d'identifier de manière unique on va appeler un appareil parce qu'aujourd'hui on ne parle plus que d'ordinateur. Hein. Il y a bien les smartphones, les tablettes, tous les appareils mobiles ont aussi des adresses IP. Donc ça, effectivement, ça permet d'identifier la machine qui va se connecter à Internet. Mais en fait, après, dans le site web, dans ce regroupement de ressources à l'intérieur du site Internet... Nom de domaine. Ah, Le nom de domaine, il sera unique. le nom de domaine sera Avec- unique, avec mais point. il sera unique pour le regroupement global. Oui. Mais si Et on après, veut un fichier en particulier, l'URL. voilà. Donc l'adresse, c'est Unified Resource Locator. Donc c'est un moyen unique d'atteindre une ressource sur un site internet donné. On ne peut pas en avoir deux. Enfin, pour une même ressource, on peut en avoir deux différentes, mais on va biaiser un petit peu le système. Normalement, elle est bien identifiée par une adresse unique. Ce qu'on appelle l'adresse du site web ou de la page web, quand on le saisit dans le navigateur, en fait, dans le jargon du web, ça s'appelle une URL. Donc c'est des termes que souvent vous allez retrouver
sur Internet. Donc ça c'est vraiment la base. Est-ce que j'ai une agence qui cherche Donc voilà, j'ai résumé un petit peu ce qu'on vient de dire et d'échanger. Donc, pour résumer, donc effectivement Internet c'est ça, un réseau d'ordinateurs interconnectés, donc ordinateur au sens large. Le World Wide Web, donc c'est bien la couche documentaire qu'on est venu rajouter sur ce réseau physique Internet. Et puis en même temps qu'on a créé le World Wide Web, on a inventé un langage de communication et qui vient s'appuyer sur un protocole d'échange en fait de ce langage. Le site Internet, lui, donc est effectivement un regroupement de pages ou de fichiers sur un ordinateur. Donc là, j'ai commencé à parler de notion de serveur. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Et mis à disposition publiquement. Alors, j'ai mis publiquement, c'est la vocation. Au départ, c'est vraiment de proposer de la documentation publique. Bien évidemment, on peut privatiser certains pans d'un site internet. On verra peut-être plus tard en fonction des questions. Et puis donc, chaque ressource à l'intérieur de ce regroupement de pages et de fichiers, normalement, est bien identifiée par une adresse unique qu'on appelle l'URL. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. On va essayer de comprendre comment fonctionne en fait un site internet selon vous. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire fonctionner un site internet? Il y a des choses que vous connaissez forcément déjà. Un navigateur. Oui. Ça, c'est, je dirais, presque l'élément indispensable aujourd'hui. Sans navigateur, vous allez voir des pages HTML, mais qui ne seront pas retranscrites visuellement. Donc ça va vous retourner le code directement HTML, ça ne va pas être forcément facile Et là, il faudra qu'il y ait comprendre. un serveur web qui, lui, va venir à traduire ce qu'il a. On va avoir un fichier HTML, un fichier, ou du code. On va l'envoyer au serveur web qui, lui, va mouliner pour que le navigateur soit capable de le retranscrire dans un langage qu'il connaît. C'est ça ou pas? Ouais. On a deux choses. Donc on a le navigateur ici, de ce côté-là. Donc je vais mettre mon poste de travail ici. J'ai Internet, la bulle Internet, le réseau, on a vu, d'ordinateurs interconnectés entre eux. Donc on est bien connecté ici. Donc par son fournisseur d'accès à Internet. En français, on appelle ça un FAI. Donc SFR, Bouygues, Orange, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir une boîte noire ici, donc un serveur, effectivement, qui lui-même est connecté à Internet. Donc ce que tu es en train de dire, toi tu disais... C'est que voilà, on a, mettons, je sais pas, on héberge... On héberge un site Internet. Voilà, on héberge. Du coup, pour que ça puisse être, que notre machine, notre navigateur est capable de l'interpréter, il faut que ça passe par un serveur web qui lui va aller, qui va récupérer ce code-là et le traduire dans un langage pour notre navigateur. C'est pas tout à fait. Donc un maillon, c'est lequel? C'est le client. C'est pas tout à fait ça. Oui, Le exact, la machine, c'est les le clients. navigateur est installé C'est sur pas un client. tout à fait ça, justement. En fait, ici, on va saisir dans son navigateur une URL. Ouais. On peut appeler ça une requête, c'est-à-dire qu'on va faire une demande. Après, je vais pas rentrer trop dans le détail de comment c'est résolu. À un moment donné, cette URL va nous identifier sur Internet sur quelle machine se trouve la ressource. C'est ça. Donc on fait une requête à travers le réseau. Hop. Ça arrive ici. Le serveur, lui, la seule chose qu'il va savoir faire, c'est qu'il va interpréter cette URL. Il va dire, ah, c'est ce fichier-là. Et après, il va répondre, donc il va faire une réponse
à travers Internet, peut-être même pas par le même chemin, et à travers le protocole HTTP, et il va le renvoyer au navigateur. C'est pas le serveur qui va faire le travail d'affichage, c'est le navigateur. D'accord. Lui, le serveur, à la base, il a une requête et il dit « Ah, ça correspond à tel fichier, j'envoie la réponse ». À la base, il sait faire que ça. Après, on va voir qu'on a rajouté des couches pour le complexifier, parce que les informaticiens, ils sont un peu feignants. Donc quand ils ont à faire beaucoup de mises à jour, bah, ils automatisent. Mais à la base, le serveur web, hein, puisqu'on est sur le web, World Web, il sait faire que ça. Il répond à une requête et il renvoie une réponse. On a vu que pour certains fichiers, c'est du HTML. Donc, le HTML, il est interprété ici, sur votre poste de travail. Il n'est pas interprété par le serveur. Admettons qu'on part sur par exemple un point PHP. Ça sera, du coup, là, ce sera le serveur qui va l'interpréter. On va y venir, ça. D'accord. Le PHP, c'est justement la couche dont je viens de parler. Là, on est dans une étape encore au-dessus. D'accord. Parce que là, justement, on crée du HTML à l'aide d'un langage de programmation. Mais à la base, le fonctionnement, c'est celui-ci. Donc on a vu navigateur, serveur, langage aussi, hein, on a vu, il y a, ici j'interprète du HTML en grande partie, mais pas que. JavaScript. Avant JavaScript. CSS. Des images. Ouais, CSS. Ouais, CSS. Parce que HTML, si vous avez déjà regardé une page HTML brute de décoffrage sans habillage, c'est pas très fun. Hein. Donc on a rajouté, on va dire au début des années 2000, on a commencé à ajouter de quoi styliser un petit peu les pages. Même si on pouvait le faire dans le HTML, on a dissocié les deux parties pour que ça soit plus aisé à maintenir. Donc le navigateur sait interpréter aussi le langage CSS. Donc là, on va travailler sur la mise en page, etc. Donc on a vu du JavaScript. Donc il sait interpréter aussi du JS. Donc le JavaScript, vous voyez à peu près ce que c'est. Non. Donc ça permet de côté navigateur, donc du côté du poste où on affiche les pages, ça permet de créer un petit peu d'interactivité dans vos pages. On va résumer ça comme ça. Donc si j'ai un bouton qui s'affiche, quand on appuie sur le bouton, on peut définir des actions, par exemple, qui vont changer le comportement dans la page. Et ça, c'est fait sans recommuniquer avec le serveur. Ça peut être fait directement dans le navigateur. Voilà, c'est un exemple. Hein. On peut faire bien d'autres choses, mais c'est un troisième langage. Le fournisseur d'accès, j'en ai parlé. Donc lui, aujourd'hui, on l'oublie souvent, mais il est juste indispensable. Hein. Si vous n'avez pas de fournisseur d'accès Internet, c'est les seules entreprises qui sont habilitées aujourd'hui à vous proposer une connexion Internet. Donc c'est quand même bien de le citer. J'ai entendu tout à l'heure le nom de domaine. Alors le nom de domaine, qu'est-ce que c'est le nom de domaine? Ça permet de trouver le fichier du coup sur le serveur. Donc le nom de domaine, en fait, c'est une partie en fait de l'URL ici. Donc dans l'URL, on a vu, en principe, on a le protocole. Alors HTTP et très bientôt tout va passer en sécurisé, donc il y a le fameux petit S derrière. Donc on a notre protocole. Ici, on va avoir le nom de domaine, en général. Donc très souvent, on commence par les 3 W, c'est le sous-domaine. Et derrière, vous avez votre nom de domaine. Donc, à quoi il sert à la base? C'est une autre question. Mais en fait, ça pourrait très bien fonctionner sans nom de domaine si on voudrait connaître par cœur l'adresse IP à chaque fois de chaque serveur.
Donc ça a été inventé, mais c'est un moyen mnémotechnique parce qu'on se souvient bien plus facilement d'aller sur www.orange.fr que sur 127.2.3.144 par exemple. Donc voilà, c'est une traduction en fait de l'adresse IP en un nom facile à retenir. Si on devait le résumer. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est ni plus ni moins que ça. On fait une correspondance entre un nom mnémotechnique facile à mémoriser et une adresse IP. Donc il y a des machines sur Internet dont le boulot c'est ça. Hein, c'est des machines spécialisées qui sont capables d'interpréter en fait les noms de domaine et de les retranscrire en adresse IP. Parce que ici en fait mon ordinateur, mon serveur ici, il a une adresse IP bien précise. Et donc il y a des machines spécialisées ici sur Internet qui font la correspondance entre le nom de domaine que vous avez saisi là et l'adresse IP de la machine qui est ici. Ces machines spécialisées, vous allez souvent entendre parler de ce nom-là, c'est ce qu'on appelle un DNS, Domain Name Server. Donc ces machines-là, elles font que ça. Et en général, elles sont chez les fournisseurs d'accès. Et elles sont dupliquées entre les fournisseurs d'accès et les hébergeurs. Toujours par ce fameux maillage de réseau physique d'ordinateurs. Donc souvent, vous pouvez avoir un problème de connexion à Internet, par exemple, chez votre fournisseur d'accès. C'est peut-être pas parce que vous avez un problème de connexion à votre fournisseur d'accès, c'est parce que des fois, leur DNS, ici, là, ils sont cassés. Ils ne fonctionnent plus, donc ils ne sont plus capables de faire cette liaison entre le nom de domaine et l'adresse IP des ordinateurs de l'autre côté. OK. Donc le nom de domaine, OK. Maintenant, le nom de domaine, comment on se le procure? C'est une entité qu'on appelle un registrar. Mais c'est pas voilà. On a un spécialiste. Hein. Arrête de répondre. Effectivement, le nom de domaine ici, vous allez vous procurer le nom de domaine pour votre site internet chez un prestataire de service un peu particulier qu'on appelle un registrar dans le monde anglophone. On peut appeler ça un bureau d'enregistrement hein, en termes français. Donc c'est des organismes spécialisés, habilités dans l'association mondiale qui gère en fait les noms de domaine, à vous louer, parce que c'est une sorte de location en fait. Vous payez un abonnement annuel, ou pour 2 ans, ou pour 3 ans, pour 10 ans, pour pouvoir faire l'usage justement de ce nom de domaine. Donc registrar. Donc c'est encore différent du terme qu'on va utiliser après. Donc maintenant, quand vous voulez construire votre site internet et le rendre public, à votre avis, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc le nom de domaine, on l'a vu. Un serveur. Ouais. Ouais, on va avoir besoin d'un emplacement quelque part ici sur une machine. Puisque ces machines-là, on voit qu'elles sont accessibles publiquement sur Internet. On va pouvoir rattacher notre nom de domaine donc chez un registrar ici. Registrar. Et on va faire pointer en fait ce nom de domaine sur ce petit bout de quoi chez l'hébergeur? Le serveur, justement. C'est un hébergement tout simplement. Donc en fait il y a des prestataires de services spécialisés qu'on appelle des hébergeurs qui vous mettent à disposition des batteries d'ordinateurs, donc des serveurs, et qui vont vous allouer un petit espace sur ces machines pour que vous puissiez mettre à disposition votre site internet. Pour simplifier, c'est un répertoire. C'est un répertoire sur un de leurs disques. Je ne vais pas détailler plus. Hein. Voilà. Après, il y a foultitude d'offres. Hein. On peut avoir une machine complète.
Très souvent, ce qu'on appelle hébergement mutualisé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des batteries d'ordinateurs. Et sur ces batteries d'ordinateurs, on va nous allouer un petit espace sur un disque dur sur lequel on va pouvoir venir stocker nos fichiers. Ça va pour tout le monde? Donc un site internet, on a besoin de tout ça pour le faire fonctionner. C'est le minimum. Donc pour résumer, on a besoin bien évidemment du navigateur pour interroger justement la documentation à laquelle on veut accéder. À l'autre bout, on a forcément besoin d'un serveur qui va justement répondre à nos requêtes. Entre les deux, on voit bien que le navigateur, lui, quasiment le seul langage qu'il est capable d'interpréter, c'est le HTML, plus quelques langages annexes comme le CSS surtout. Donc le serveur, lui, va répondre principalement en langage HTML vers le navigateur qui, lui, va interpréter le langage HTML. On a oublié, souvent, maintenant, sur un hébergement, il y a des services annexes. C'est pour ça qu'on appelle ça un serveur. Parce que le serveur, lui, il répond effectivement à une requête, il renvoie des fichiers, mais souvent, il y a des services associés qui ont été ajoutés. Les messageries, tout ce qui est email, très souvent, c'est rattaché aussi à votre hébergement. Pourquoi? Parce que à votre nom de domaine, vous allez pouvoir rattacher une adresse mail qui correspond à votre nom de domaine. Là, quand tu me dis ça, c'est-à-dire par exemple, mettons, mon site s'appelle tintin.fr. En gros, ils vont pouvoir me faire un contact @tintin.fr. C'est ça. C'est ça l'idée? On va avoir des services supplémentaires. Ok. C'est Guillaume, je crois. Tout à l'heure, on l'a évoqué. On va avoir, évidemment, pour mettre à disposition nos fichiers ici sur le serveur, nous, on est ici. Donc, on va avoir besoin de transférer nos fichiers ici pour qu'ensuite, les gens qui vont vouloir accéder à nos fichiers par protocole HTTP puissent y accéder par leur navigateur. Donc, on va souvent avoir un service supplémentaire de transfert de fichiers, ce qu'on appelle le FTP. Donc, c'est un autre protocole. File transfert protocole. Donc là, on peut utiliser le navigateur. C'est très sommaire avec un navigateur. Donc il y a des logiciels maintenant spécialisés qui permettent de faire ça très bien et qui vous permettent de communiquer directement avec votre serveur au travers de ce protocole-là pour transférer des fichiers. Donc je peux les transférer sur mon serveur, mais je peux aussi les envoyer de mon serveur sur mon poste de travail. Et puis après, on va y venir un petit peu plus loin. On a aussi des services de base de données. C'est-à-dire que sur l'hébergement, on a un système un peu particulier, la base de données, qui permet de stocker de l'information de manière structurée et qui n'est pas accessible normalement directement par le navigateur. Donc ça vient se greffer en fait ici au niveau du serveur. Souvent on le représente sous forme d'un cylindre. On a ici une base de données. On va y venir parce que justement pour WordPress, il utilise un système de base de données. Ok, c'est bon, ça va pour tout le monde? Pas de questions? Maintenant, on va passer à la notion de site internet à proprement dit. Pour vous, quels sont les différents types de sites internet aujourd'hui? Ok. Je peux effacer, c'est bon? Alors, je vais les ranger peut-être en deux cases.
en 2 colonnes, donc site marchand. Donc e-commerce. Hein. Ok. Blog, site vitrine. Blog. Alors site vitrine, on pourrait presque le mettre au milieu. Site d'information. Ouais, blog, communication, information. Les autres, tu mettrais dans quoi du coup? Tout ce qui est LinkedIn, Facebook, ça tu mettrais ça où du coup? Bonne question. Oui, voilà, c'est ça. Non, Réseaux voilà, c'est ça, sociaux. c'était pour réunir tout cela parce que c'est. Réseaux sociaux, effectivement. Ce sont des sites internet un peu particuliers, mais c'est des sites internet. Intranet, extranet, tu mettras ça où du coup? Tu mettras ça avec ou pas? Ou tout ce qui est application métier, tout ça, tu mettras ça à côté alors, différemment? application métier, ouais. On peut mettre au sens large, on peut mettre web app, application web. Et dedans, effectivement, les intranets. Alors même si intranet, C'est pas accessible. c'est pas normalement accessible publiquement. Oui. On va être plus sur de l'extranet à partir du moment où on passe dans le réseau internet. Mais l'intranet fonctionne de la même manière, hein. On va utiliser les mêmes technologies. Mais en général, on va rester sur le réseau interne de l'entreprise. L'extranet, oui. Mais pour moi, c'est une application web. Donc tout ce qui est application web, les réseaux sociaux peuvent être apparentés à une application web. Parce que souvent, il faut être connecté, avoir donc un login mot de passe pour pouvoir accéder aux fonctionnalités essentielles du réseau social. Sinon, côté public, on ne voit pas grand-chose. Quoi d'autre? Et les sites de réservation, par exemple, comme les sites des médecins. C'est pareil. Pour moi, tout ça, c'est de la web application ou du site web. Alors, je vais quand même en mettre un peut-être de ce côté ici. Au tout début du web, en fait, on n'avait pas tous ces sites internet. On l'a vu tout à l'heure, hein, le serveur, on faisait une requête vers un fichier et on envoyait un simple fichier HTML. Donc les sites, on avait tendance à plutôt dire que c'était des sites statiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les avait créés, qu'on avait créé les pages, ils étaient peu évolutifs. Et puis ils ne bougeaient pas en fonction des actions que pouvaient faire les utilisateurs ici. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure une notion hyper importante dans hypertexte. Vous voyez bien ce que c'est la notion hypertexte sur Internet, enfin dans le web. C'est la notion de lien entre les documents. Donc quand vous cliquez à certains endroits dans vos pages, c'est simplement des liens, les encres hein, qui permettent de naviguer d'une page à l'autre. Donc ça c'est quand même la notion essentielle dans le langage HTML et du protocole, de la notion hypertexte et dans le protocole et dans le langage HTML. Donc par opposition au tout début du web où on avait tendance à avoir des sites statiques, un peu figés, hein, c'est-à-dire on créait toutes les pages, on créait des liens entre les pages, etc. est venue cette notion dite de site dynamique. Alors dynamique pour plusieurs raisons. Pour la raison d'interactivité que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on va justement tenir compte des actions de l'utilisateur ici. On va lui proposer des formulaires, donc on va communiquer avec lui. Les pages, pareil, elles vont se construire dynamiquement en fonction des actions qu'on va pouvoir faire sur le site internet. Contrairement ici, c'est figé dans le marbre une fois pour toutes quasiment. Et surtout, les informaticiens ou les personnes qui étaient obligées de construire ce site internet, à chaque fois qu'ils avaient besoin de faire une mise à jour,
ils devaient rapatrier le fichier sur leur poste de travail, faire la modification et le renvoyer sur le serveur pour le remettre à disposition une fois modifié. Ici, avec ces notions-là, on voit bien, on n'a quasiment plus besoin de le faire. On remplit un formulaire, ça met à disposition l'image, la vidéo, le texte. Donc on est dans un vrai dynamisme en termes de contenu. Alors j'ai mis le site vitrine un petit peu entre les deux. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière la notion de site vitrine? En fait, c'est un site assez simple. On a juste à présenter une activité d'une entreprise ou une passion pour un particulier. Et on peut très bien le créer dans les deux mondes, de manière assez simple. Donc on va pouvoir le créer de manière statique. On fait ses pages HTML, voilà. On les met sur le serveur et puis après on s'en occupe plus. Ou on les fait de manière dynamique. On va voir comment. Après, vous voyez pas d'autres. Alors c'est vrai que j'ai regroupé information, communication. Quand on est plus dans la création d'articles, d'actualités, etc. Mais des gros sites web. Documents. Streaming, enfin, tu veux parler, Alors ça, ouais, ça c'en est aussi. Non, il y a. Moi, voilà. Ouais, Donc, base documentaire. il y a Wikipédia. Donc ça, c'est une forme un peu particulière, le wiki. Donc les wikis, c'est. Halluciné, des choses comme ça. C'est du site documentaire un peu interactif, c'est-à-dire que tout le monde, à la base, c'est fait pour que tout le monde puisse contribuer. Wikipédia, c'est vraiment ça, n'importe qui peut s'inscrire et dire, bah tiens, là j'ai vu dans un document des erreurs où je veux le compléter avec mes informations, et puis on peut modifier le document. Après, il y a tout un système de contrôle et de vérification. Je sais pas si le mime est à la presse, quoi, les sites médias. Oui, bon, ça j'ai rangé ça un peu dans blog, communication, information. Ok. Et puis, alors c'est encore utilisé, il y a les prémices des réseaux sociaux, parce que souvent, voilà, on a dit les réseaux sociaux, le web 2.0, on crée de l'interactivité, mais l'interactivité sur le web, elle existe depuis bien avant les réseaux sociaux. Carrément. Donc il y a tout ce qui est forum. Forum de discussion, ça existe encore, c'est à la peau dure. Mais ça existait bien avant les réseaux sociaux. Moi, les premiers forums que j'ai utilisés, c'était bien avant les années 2000. Si on revient là, tu as la discussion en temps réel aussi, l'IRC. Ouais. Ouais, mais on n'est plus dans le site web. Maintenant, c'est vrai que maintenant, si on reprend Slack, etc. Donc Slack, par exemple, qui est un moyen de communication de messagerie instantanée, c'est une web application en fait, mais qui permet de faire de la messagerie instantanée. Directement dans une page web, on peut communiquer. Mais l'IRC, au tout début, il y avait même pas de support web. C'est un protocole à part entière. Ouais. Mais il n'y avait même pas de support web au tout début. Ah, pas de questions toujours? Donc voilà, ce qu'il faut souvent, ce qu'on vous allez entendre parler, voilà, c'est la différence site statique dynamique. C'est toujours un petit peu flou. Et puis après, la plupart des sites aujourd'hui, on essaie de les construire dynamiquement. On a besoin de les mettre à jour en permanence. Donc c'est un peu compliqué de dire, quand j'ai une modification à faire dans mon en-tête de page, si je dois la modifier dans 15 fichiers à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc c'est bien d'avoir des sites qui permettent de gérer ça dynamiquement. Donc justement, je vais peut-être aborder cette notion-là maintenant. Les sites dynamiques, selon vous, qu'est-ce qui permet de construire un site dynamique? On l'a presque abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un site dynamique par rapport à un site statique? Un site statique, on a bien vu, c'est des pages HTML qu'on met sur le serveur. Et puis, on est obligé d'y toucher manuellement.
base de données des requêtes. Alors, PHP, ouais. MySQL. Alors je vais refaire mon petit schéma de tout à l'heure, on va peut-être plus grossi sur le serveur. Donc je vais faire ma grosse boîte noire, le serveur. Puis je vais tout ranger dedans. Ici j'ai mon serveur. Et lui, en fait, il doit me renvoyer une réponse. Hein. Et en général, il me renvoie une réponse en HTML. Donc si je suis en statique, en fait, ici sur mon serveur, je vais ranger tous mes fichiers HTML. Qui sont tous construits de la même manière. Et puis, le serveur, en fait, dès qu'il va recevoir une requête, il va regarder quel est le fichier à renvoyer et il va répondre en renvoyant directement le fichier. Donc ça, c'est quand on est en statique. Quand on est en dynamique, donc effectivement, j'ai entendu... PHP, MySQL. Alors, on va effectivement avoir notre base de données. L'idée, c'est pas qu'il reçoit une requête qui va lire le PHP va avoir besoin des infos dans la base de données, il va aller les chercher, il va les récupérer sur le PHP, après il va le renvoyer à sa vue, qui sa vue, elle sera renvoyée en tant que réponse. Ça va être ça l'idée ou pas? C'est à peu près ça. En fait, ici, effectivement, on va avoir en entrée, on va avoir notre fameuse requête avec l'URL. Et le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va interpréter l'URL et là, il va détecter que effectivement l'URL, c'est plus un fichier qu'il doit renvoyer. Alors, plus un fichier statique HTML. Il va devoir passer par je vais mettre ça sous forme de boîte noire ici, qui peut être effectivement développé en PHP. Ça peut être développé dans un autre langage. Mais pour WordPress qui va arriver derrière, c'est développé en PHP. Donc hypertexte préprocessor. Donc hypertexte préprocessor, déjà on sait à peu près ce qu'il va faire PHP. Donc en gros, PHP, lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable en fait de générer du HTML. Hypertexte préprocessor. Donc en sortie, il va cracher du HTML en fait, le PHP. En très résumé, hein, il est capable de faire autre chose. Et plutôt, les informaticiens, plutôt que de dire toutes mes informations, je les ai mis en dur ici, en statique dans ma page, il s'est dit, si j'ai besoin de faire plusieurs fichiers HTML différents avec les mêmes informations pour les présenter de manière différente, ça peut être pas mal de centraliser les données. Et donc, on va centraliser effectivement les informations ici à l'intérieur de la base de données. Et donc PHP, lui, il va faire le lien. C'est-à-dire qu'il va dire, je reçois telle requête, ah oui, mais donc c'est pour construire ma page, donc il va aller lire effectivement les informations dans la base de données, il va les récupérer, ici il va faire sa tambouille, et il va recracher le HTML. Donc là, déjà de ce point de vue-là, on voit qu'il y a un certain dynamisme. Pourquoi il va lire dans la base de données? Quel type d'infos il peut aller chercher? Une liste, par exemple, je sais pas, tu as envie d'aller au cinéma, par exemple, aujourd'hui. Tu vas sur un site internet qui liste en fait tous les cinémas de Nantes et toutes les séances et tous les films qui sont diffusés aujourd'hui. Donc lui, on appelle ça un script. La partie qui a été développée ici, il va en fait aller chercher ces informations-là, et en fonction de ce que tu vas lui avoir demandé dans la requête, il va être capable soit de filtrer, soit de te restituer la totalité des informations. Il va te dire, bah voilà, tous les cinémas de Nantes, c'est ça, et ils ont tous ces films-là en ce moment.
et à telle séance, telle séance. Après, tu peux avoir une page qui te liste la totalité. Après, ça dépend de la personne qui a développé ici et de l'action qu'il va recevoir ici. Et on voit qu'il y a un certain dynamisme. Si j'avais dû faire, tu vois, autant de pages que j'ai de cinéma à Nantes, autant de films par jour, de séances, etc., tu vois, quand il faut mettre à jour, ça devient vite la folie. Donc l'avantage de la base de données, c'est que là, c'est un endroit où on peut facilement faire des mises à jour et regrouper l'information sans avoir à faire de saisie directement dans le fichier HTML. Et surtout, on peut faire des requêtes en fait de filtres directement avec le langage de la base de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais donc PHP, lui, il est capable de faire ça, de vraiment interagir entre ce qui va arriver là, de l'information qui est stockée par ailleurs. Il peut aussi, là j'en ai pas parlé, mais ici je peux très bien avoir des fichiers images. Donc il va lui construire les URL en fait des images et venir les mettre dans le HTML au bon endroit. Il va aller piocher ce qu'il a besoin pour construire la page. Donc à partir du moment où par exemple on veut récupérer des infos, genre savoir par exemple réserver des sièges dans une salle ou choses comme ça, il faut forcément qu'on utilise une base de données avec du PHP, on ne peut pas s'en sortir juste avec du HTML. Tu peux t'en sortir. Ouais, ça va être très très long. Ça va être très long et c'est surtout le jour où tu vas avoir des mises à jour à faire, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir, quand tu as une mise à jour, il va falloir s'assurer, c'est retrouver le bon fichier déjà, et puis après s'assurer que l'information elle n'est pas dans plusieurs fichiers. Là tu centralises ton information, elle est qu'à un seul endroit. Là c'est pareil, ton script, il peut très bien restituer plusieurs HTML différents en fonction des actions qu'il reçoit. Ici, il n'est pas obligé de produire qu'un seul fichier HTML. En fonction de ce qu'il est capable de faire, il peut restituer plusieurs types d'informations. Et tu centralises et en même temps, tu découpes aussi ta mise en forme. Parce qu'une page, alors si je schématise une page web, aujourd'hui, on peut très bien dire j'ai mon en-tête, j'ai mon pied de page, en schématisant. Et ici, j'ai mon contenu au milieu. Et très souvent, on peut avoir une colonne à droite et on peut avoir plusieurs blocs à l'intérieur. On imagine bien que ça, c'est commun très souvent à toutes les pages, voire même ça. Il n'y a que ça qui change à l'intérieur. Le fait de passer par cette étape intermédiaire, dynamique, permet de mettre ces choses-là en commun une fois pour toutes. Et il n'y a plus que ça qui est en fait interrogé, dans lequel on vient rajouter de l'information. Ça veut dire que les petits fichiers là qui sortent de PHP là, ils sont temporaires, alors que les autres ils sont permanents et ils sont tout le temps là et on vient juste les interroger. Oui, ça c'est permanent. Ça c'est permanent. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on accède. C'est le résultat de ce que fait cette partie-là. Là, ici, en fait, c'est que de la communication. C'est-à-dire, on envoie un flux sur le réseau, et comme si c'était un fichier, mais c'est pas le fichier physique qui est réellement envoyé. Enfin, le contenu du fichier physique. Donc, maintenant, pour construire un site internet, de quoi va-t-on avoir besoin? Une fois qu'on a vu un petit peu toutes ces notions un petit peu techniques. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est pour vous les langages? On a vu HTML, CSS, JavaScript, PHP. C'est du charabia pour vous?
C'est du texte en fait. Alors effectivement, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est un langage informatique, mais c'est du texte. Donc la première chose qu'on a besoin pour construire un site internet, c'est un bon éditeur de texte. Donc un éditeur de texte, ou dans le jargon des développeurs, un éditeur de texte un petit peu plus poussé, c'est-à-dire un éditeur de texte spécialisé en langage informatique. Donc souvent on appelle ça un environnement de développement intégré, IDE en anglais, Integrated Development Environment, avec mon super accent anglais. Donc là c'est un logiciel en fait, l'éditeur de texte et l'IDE surtout, qui est vraiment spécialisé dans les langages pour l'informatique. Donc lui il va nous apporter des fonctionnalités d'aide quand on va vouloir développer en PHP, HTML, CSS, JavaScript, qu'on n'aura pas avec un simple éditeur de texte. Par contre, avec un éditeur de texte, vous pouvez très bien développer. C'est possible. Il n'y a pas besoin de plus. Après, voilà, quand on veut un certain confort, il vaut mieux passer à des outils un peu plus sophistiqués. Vous avez besoin de quoi d'autre ? Dans tout ce qu'on a vu déjà. Vous avez forcément besoin de quelque chose. Quand vous allez avoir écrit votre page HTML ou votre fichier PHP, vous allez vouloir... le stocker, il va être sur votre ordinateur, stocké physiquement. Oui, mais si l'ordinateur il est éteint, personne ne peut y accéder. Oui, donc là on l'a vu, il faudra le mettre sur le serveur. Une fois qu'il est sur votre serveur, vous allez vouloir le tester. Voir le résultat. Rendre accessible par le biais du nom de domaine. Ok, mais pour le tester, il vous faut quelque chose. On l'a vu au tout début. Il faut que sur Internet. Comme n'importe quel site web, en fait, il vous faut un navigateur. Parce que, alors après, l'objectif, c'est l'objectif des meet-up qu'on verra derrière, mais vous pouvez très bien, en fait, créer votre fichier HTML ou PHP et l'interpréter directement sur votre machine. Tant que c'est vous qui faites vos développements pour vous sans le rendre public, vous pouvez tester sur votre propre ordinateur. Donc sur votre propre ordinateur, vous avez besoin de l'éditeur de texte pour créer votre fichier HTML ou PHP, etc. Et il vous faut au moins un navigateur pour visualiser le résultat du fichier HTML. En tout cas, si vous faites quelque chose de statique. Si vous passez en dynamique, donc effectivement, il faut un serveur. Apache. Alors Apache, pas tout à fait. Parce que Apache, c'est ce que je disais au tout début, lui il fait que de la réponse statique. Apache il sait faire que ça à la base. Donc après il faut le paramétrer pour qu'il sache utiliser PHP pour interpréter justement vos programmes en PHP. Donc il faut effectivement un serveur. Donc un serveur avec PHP, Apache donc pour pouvoir servir les fichiers statiques, même les fichiers, je dirais, dynamiques créés temporairement par PHP. Puisque ce que disait tout à l'heure, un MySQL avec la base de données. PHP et MySQL. Donc le serveur web, ça c'est le minimum vital. Donc, alors toujours pareil, l'objectif c'est WordPress. Donc il y a d'autres serveurs web qui existent. Donc on a vu donc Apache, MySQL, PHP. et PHP. Hop. Les initiales. Et un ordinateur, ça ne fonctionne pas tout seul. Windows, Linux ou Mac. Voilà, ça s'appelle comment ça? Le système d'exploitation. Donc Windows,
macOS ou Linux. Donc souvent, les plateformes de serveurs web, on va les appeler comme ça, par ces acronymes-là. Donc MAMP, pour ceux qui sont sur Mac, WAMP, W-A-M-P, pour les gens qui sont sur Windows, ou LAMP, L-A-M-P, pour ceux qui sont sous Linux. Très souvent, les hébergeurs sont sous Linux. Donc il y a des petites choses sur lesquelles il faut être attentif. Quand on développe par exemple sous Windows et qu'on remet des choses sur le serveur Linux, voilà, faut être vigilant. Il y a des petites erreurs à ne pas commettre. Mais en général, ça se passe bien. Tu as un exemple justement de ça, enfin, sans rentrer dans le détail, mais justement, ça m'intéresse. Quand tu es sous macOS, ou enfin, ça ressemble un peu plus à Linux, mais quand tu es sous Windows, le genre d'erreur. Le genre d'erreur, c'est de mettre des accents dans ces noms de fichiers, des majuscules qui sont du coup interprétées sous environnement Unix, c'est-à-dire soit Mac, soit Linux, et pas sous Windows. Donc les pages de code, la casse. La casse, ouais, principalement. Souvent, tu dis, ah bah mon fichier il n'est pas accessible sur le serveur, comment ça se fait? Ça marche sur ma machine. Ah bah oui, les noms de fichiers en fait sous Linux, en fait ils s'appellent pas pareil parce qu'il y a des majuscules. La gestion de droit quand tu pousses, ça se passe bien? La gestion de droit, il n'y a pas trop de problèmes en général. Parce que sous Windows, il n'y en a quasiment pas. En tout cas en mode web. Ça peut être un peu enquiquinant parfois sous Linux ou Mac. Mais sur les gestions de droit, en général, j'ai pas trop de problèmes. C'est surtout voilà, les noms de fichiers, faut être vigilant, éviter de mettre des espaces dans les noms de fichiers. Enfin voilà, limiter la casse au maximum, quoi. Les caractères bizarroïdes. Et après, voilà, tout se passe bien. Et il reste donc une dernière chose, tout à l'heure on l'a évoqué, il va vous falloir un logiciel FTP, parce que vous allez en fait coder sur votre machine, il va falloir mettre à disposition vos fichiers sur votre hébergement, donc votre serveur distant. Donc il va falloir transférer vos fichiers. FileZilla par exemple, c'est ça? FileZilla. Donc alors on parle de client FTP parce qu'il y a en fait comme pour un navigateur et un serveur pour le HTTP. Pour le FTP, il y a un serveur qui lui est capable de donner des droits déjà d'accès à certains répertoires, qui est capable de savoir comment il doit transférer les fichiers. Et puis de l'autre côté, il y a un utilitaire qui vous permet en fait de transférer les fichiers réellement. Donc il faut bien prendre, si on utilise FileZilla par exemple, il y en a d'autres, hein, il y a QTFTP, enfin il y en a plein d'autres qui existent. Mais si on prend FileZilla par exemple, il y a deux parties dans le logiciel. FileZilla, c'est faire du serveur et du client. Donc quand on en a un usage pour construire son site web, on utilise le client FileZilla. Il ne faut pas se tromper quand on télécharge. On peut juste prendre la console et faire une ligne de commande pour faire le transfert. Alors FileZilla, non, c'est un outil... Non mais si on prend juste les lignes l'outil de commande, enfin je sais pas si Ubuntu même sous Windows je crois, on peut faire les transferts juste en tapant les lignes de... Alors sous Windows ça va être un peu chiant. Ouais. Ça va être un peu chiant de faire ça à la console. Windows est vraiment pas très bien fait pour ça. Sous Linux c'est possible, oui. C'est possible, je n'ai pas en tête, mais c'est fort possible. Mais une fois qu'on a goûté aux interfaces visuelles, on a un certain confort. Hein. On fait glisser, déplacer. On peut prendre plusieurs fichiers d'un coup. C'est quand même vachement sympa. On l'a évoqué tout à l'heure, il y avait le protocole SSH. Donc là, c'est un petit peu différent en fonction des environnements parce que c'est quasiment natif sous les environnements Unix, c'est-à-dire soit macOS, soit Linux. Par contre, ça ne l'est pas vraiment sous Windows. Donc il y a un utilitaire PuTTY par exemple qui permet de faire ça.
Donc là, vous vous connectez soit par le nom de domaine, hein, on a bien vu le nom de domaine ou l'IP, c'est la même chose. Et là, vous pouvez directement accéder à votre hébergement en ligne de commande. Là, vous êtes vraiment en direct sur la machine. Si je reprends le petit schéma de tout à l'heure, hein, ici j'ai mon poste de travail, j'ai Internet, j'ai mon serveur ici de l'autre côté. Donc par le protocole SSH ici, c'est comme si j'ouvrais en fait, comme si j'ouvrais une petite fenêtre qui était directement sur la machine ici. Et là, je peux taper mes lignes de commande directement. Donc du coup, je peux accéder à ma base de données, je peux lister les fichiers qui sont ici. Et c'est un autre protocole encore différent. Donc c'est du Secure Shell. Donc le shell étant la ligne de commande au sens large, quel que soit l'environnement Windows, Linux ou Mac. Mais là, c'est déjà pour des gens un peu plus avertis et puis qui aiment taper les lignes de commande. Et ça, dans certains cas, ça sauve la vie. Voilà, donc ça c'est pour construire votre site internet, ce dont vous avez besoin au minimum. Mais on n'a pas évoqué ce qui va nous intéresser le plus maintenant. Il y a un autre moyen de faire pour construire son site internet. Enfin, il y en a plusieurs même. CMS. Ben oui. En fait, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais maintenant il y a même carrément des sites internet qui permettent de construire des sites internet. Donc il y a au sens large effectivement le CMS qui est plutôt un logiciel PHP qu'on va devoir installer sur son serveur. Mais il y a aussi maintenant des applications web, hein, des solutions en ligne, SaaS, qui permettent de créer des sites web. Wix par exemple. Ouais, qui est plutôt à oublier, mais Je ne dirais rien. mais oui, par exemple. J'ai quelqu'un qui me demande de... Un mauvais exemple. Ouais, bah je sais, mais j'ai une personne qui me demande de l'aider par rapport à ça. Donc du coup, et elle a tout fait son site avec. Elle a tout fait. Je vais pas lui dire non, il faut tout refaire sur WordPress. Là, elle va me tirer une balle dans le pied. Tout est fait. Donc, Bah, c'est pas que c'est pas. Disons que ça va effectivement faire ce qu'on lui demande de faire. Mais dès qu'on va vouloir faire des choses beaucoup plus poussées avec, on va être bridé. Parce que la solution à la base, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour faire des choses plus évoluées. non, Donc, c'est du léger. non, puis même quand on va vouloir faire des choses très spécifiques à l'intérieur, Wix ne va pas vouloir, quoi. Parce que c'est leur système à eux et on ne va pas pouvoir le modifier comme nous on veut. Sans parler de ça, il y a, et puisqu'on est dans la communauté WordPress, il y a WordPress.com. Voilà, WordPress.com est une solution en ligne qui permet de construire des sites web. Et elle utilise la solution WordPress. WordPress.org, lui, est donc une solution logicielle que l'on installe nous-mêmes et qu'on va utiliser. Donc un CMS, Content Management System, système de gestion de contenu. Management System. On traduit littéralement en français un système de gestion de contenu. Voilà, donc il y a vraiment une solution logicielle PHP, comme on l'a vu, qui stocke les informations dans une base de données MySQL. Alors, ça a un peu évolué ces derniers temps, on n'est pas obligé d'avoir Apache, on n'est pas obligé d'avoir MySQL, mais bref, d'origine c'est ça. Et donc là, on va installer cette solution-là sur notre hébergement. Et cette solution-là va nous proposer une interface d'administration du site web
avec un thème déjà préintégré, et on n'aura plus qu'à rentrer notre contenu pour bâtir notre site internet. Alors notre contenu au sens large, hein, parce qu'on peut gérer, on peut gérer les menus, on peut gérer les articles, les pages. D'une certaine mesure, on peut gérer un peu la mise en page parce qu'on a de base, on a quelques widgets qu'on va pouvoir placer dans les thèmes de base, souvent dans la colonne de droite ou de gauche. Et donc on va pouvoir le faire de manière complètement interactive en ligne sans toucher une ligne de code PHP, ni HTML, ni CSS. Ça c'est la base. Après, si on veut faire des choses plus évoluées, on n'aura pas le choix. À un moment donné, il va falloir regarder un petit peu du côté code comment ça fonctionne, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Et on n'est pas bridé quand on veut toucher au code. Faut faire le thème enfant, sinon après, s'il vient se mettre à jour, après on est... Ch'tou. Ça c'est des choses, je dirais un petit peu plus, ça peut être les dangers. Mais sur la version wordpress.com qui est directement en ligne, là on peut être bridé parce que la version libre, gratuite qu'on peut utiliser ne permet pas de faire tout ce qu'on pourrait faire avec une version que nous on aurait téléchargée et installée nous-mêmes sur notre hébergement. Notamment, on ne peut pas rajouter d'extensions, on ne peut pas vraiment modifier les thèmes. Il faut passer sur un abonnement payant sur wordpress.com. Souvent le tarif, je dirais, il vaut pas tellement le coup parce que c'est le tarif d'un hébergement de base. Donc si on est un petit peu curieux et qu'on a envie de s'y mettre, ça vaut presque le coup de dire j'opte pour une solution auto-hébergée de WordPress. Et puis je le fais moi-même, je sais que dans le temps je ne serai pas bridé. Je peux être bridé par mon hébergement, mais ça c'est pas grave, hein. On peut déplacer le site internet ou en quelques clics chez certains hébergeurs, on change d'hébergement et ça se fait tout seul. Donc les solutions propriétaires souvent sont quand même bien plus bridées que ce que vous pourriez faire vous-même. Là, ça serait trop simple. D'où le fait qu'ils aient fait WordPress.org, qui là nous permet, nous, de... Alors c'est venu, c'est le cheminement inverse qu'il y a eu en fait. D'accord, c'est le cheminement inverse. Ouais, WordPress.org est une solution open source, libre au départ. Et ils ont détecté le potentiel qu'ils pouvaient avoir et ils ont créé une plateforme justement pour proposer aux gens de créer facilement leur site internet sans avoir aucune notion technique. Tout ce qu'on avait aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même assez vaste. Il faut avoir quand même des bonnes notions pour bien comprendre comment ça marche et installer un WordPress. Il faut bien évaluer ses besoins, parce qu'en fait, après, tu vas être de plus en plus libre si jamais tu prends une plateforme auto-hébergée, mais il faut penser après à l'entretien. Tous ces aspects sécurité, mise à jour de plugins, tout ça après, quand tu es en auto-hébergé, donc sur un serveur, c'est à toi de le faire. Alors que le système de WordPress, c'est eux qui s'occupent de ça. Ça dépend. Ce qui est général à leur plateforme, oui. Après, si tu rajoutes des extensions supplémentaires qui ne sont pas gérées par eux. Sur la partie payante, là, quand tu parles. Ouais. Mais sur la partie toute free, le risque il est minime. Donc si tes besoins sont minimes, des fois démarrer par ça peut être bien. Ça permet de se faire la main. Exactement. Déjà, de comprendre comment fonctionne WordPress. Alors quoique là, la dernière interface, ils l'ont complètement modifiée. Donc des fois, elle n'est plus tout à fait comme un WordPress standard, on va dire. Parce qu'ils ont rajouté leur couche d'administration par-dessus. Et ça masque quand même le fonctionnement standard de WordPress. Donc, mais bon, voilà, on peut déjà se faire la main, voir comment ça fonctionne. Est-ce que tu sais s'ils ont fait un système simplifié où tu démarres sur une plateforme WordPress chez eux et tu peux extraire ton site et après en posant les bases d'un... Chez eux, quand tu veux extraire le site, c'est une prestation payante. D'accord. Ouais. Okay. Alors tu peux le faire toi-même, hein. Après tu fais un export global. XML,
global, en fait, il y a un mini système d'import-export global à l'intérieur de WordPress. Mais c'est loin de tout faire, ouais. Ouais, Faut mettre les mains dedans après. bah, ça dépend. Si on fait de manière globale, ça marche pas trop mal, mais on n'a pas accès à la base de données. Quand on est sur une plateforme de ce type-là, SaaS, enfin en ligne. Donc du coup, potentiellement, on aura certainement des choses à refaire quand même. Et après, la prestation payante qu'ils proposent, on n'a pas le choix de l'hébergeur. Ils font tourner leur paroisse. Et c'est une prestation payante, qui n'est pas excessive. Hein. De mémoire, ça doit être 130 €, un truc comme ça. Et là, c'est les ingénieurs de Automatic qui s'occupent de migrer le site sur un système auto-hébergé. Après, là, du coup, on aura la main, on peut en faire ce qu'on veut après derrière. Mais bon, j'ai jamais testé, hein, mais je suis allé jusqu'à justement chercher pour un client ce qu'il était possible de faire et on a conseillé clairement au client de s'abonner. Pour le besoin qu'il avait, on lui a dit abonnez-vous, on pourra vous installer ce qu'il faut comme extension et ça vous suffira. Plutôt que parfois c'est plus simple, les sauvegardes sont faites par eux aussi, c'est tout ça. Bah, chez un bon hébergeur, tout ce qui est sauvegarde en général c'est fait. Hein. Pour ne pas le citer, par exemple, un hébergeur comme OVH, tout est sauvegardé. La base de données, les fichiers, c'est sauvegardé tous les jours. Donc, après, ça ne garantit pas que si on a un gros piratage, on va pouvoir s'en sortir. Vaut mieux toujours avoir une sauvegarde à côté. Enfin, toi, tu l'évoquais tout à l'heure, justement, sur les systèmes de versionning. Vaut mieux avoir un truc complètement en dehors d'Internet voilà, pour être sûr. Mais voilà, après, comme disait Guillaume, d'être auto-hébergé, ça enchaîne, ça entraîne d'autres choses, comme des aspects de sécurité, de suivre les évolutions de WordPress, de se tenir à jour assez régulièrement. Ça peut potentiellement, en fonction de tout ce qu'on ajoute à l'intérieur de son site web, créer des incompatibilités. Parce que tout ce microcosme évolue chacun à sa vitesse et forcément ne tient pas compte du petit copain qui développe à côté. Donc ça peut créer des incompatibilités au moment où on fait ces mises à jour. Donc, par rapport à un plugin qu'on aurait... Par rapport à un plugin, bah là par exemple, nous on a eu un cas client là, aujourd'hui au support. Il a fait une mise à jour de notre plugin et en fait il pensait que c'était notre plugin qui fonctionnait pas bien, mais c'est parce que le plugin Yoast SEO avait fait aussi une modification qui était plus compatible avec notre plugin. Donc le client, bah, lui il a eu une erreur de fonctionnement et en fait c'était pas vraiment de notre faute, c'était le plugin à côté qui avait fait une grosse modification sans se soucier qu'il y avait d'autres extensions potentiellement à adapter. Donc ça, c'est les étapes suivantes qu'on est censé après voir, justement, c'est voir comment on installe un serveur web sur sa machine, un site WordPress ensuite, et justement pour quand on a besoin de faire des mises à jour, ben, au moins on a un environnement sur lequel on peut tester, s'assurer que ça marche, gérer les problèmes de compatibilité, les dysfonctionnements, avant de faire ça en production. Parce que tant qu'on n'a pas de site web, tout va bien. Tant qu'on le développe pour soi, qu'on n'a pas communiqué dessus, tout va bien. Qu'il n'est pas encore trop référencé, ça va. Mais le jour qu'il est réellement en ligne, qu'on a de la visite, que ça crée du business, etc., qu'on le casse, pour une raison X ou Y, hein, des fois ça peut être une simple mise à jour de WordPress lui-même ou d'une extension, qu'il est hors ligne pendant toute une journée, ça peut avoir des conséquences non négligeables quand même. Hein. C'est pour ça qu'on fait jamais la mise à jour le vendredi.
Surtout, 1000 livraisons. enfin, là on parlait de WordPress, je dirais de manière standard, c'est-à-dire un WordPress qui va un petit peu au-delà du blog, hein. On va faire un site vitrine d'entreprise par exemple, mais maintenant WordPress est capable de faire du site e-commerce, hein. Donc pour un site e-commerce qui marche bien, vous avez une journée de site internet en panne. euh, Bah, pour le business, pour le chiffre d'affaires, c'est pas terrible. Et puis pour la confiance des clients, pareil, hein, derrière. Donc voilà, avant de faire des mises à jour, ouais, faut bien savoir ce qu'on fait. Donc c'est bien l'objectif un petit peu de cette de, de ces différents meet-up. Donc là c'est le dernier écran que j'ai évoqué, hein, tout ce qu'on a vu là à l'instant. C'est de vraiment vous inculquer les notions, de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne et de répondre à vos questions. Et après, de le mettre en pratique. Ça sera la prochaine étape. Mais, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas, c'était que je disais ça tout à l'heure, donc je demande. Avril. Avril, avril, le 31 avril? Non, le 11 avril. Le 11 avril, on va pas faire ça avec les blogueurs, si? Non, non, bah non. Et donc, oui, toi, tu veux faire la suite, ben, ça peut être en mai. Ou Ça peut être en mai. Ça dépend, en fait. Enfin, vous nous communiquerez via Meetup et puis on avisera à ce moment-là. Oui, voilà. Et là, bah, l'objectif, ça sera de venir un petit peu avec les ordinateurs. Vous êtes, il y a un petit peu tout comme environnement. Il y a des gens qui sont sur Mac. J'ai Mac et Linux. Linux, c'est pas forcément le plus simple. Non, parce que moi, il me fait suer avec les droits. Ouais, mais pas seulement parce que ça peut être un petit peu plus pointu à gérer côté serveur. Parce que tout est déjà pré-mâché, mais souvent pour faire les installations, il faut y aller en ligne de commande. Il faut bien connaître le système de package. Suivant les distributions, c'est pas le même en plus. C'est en Ubuntu, non? Ouais, moi, je suis En Ubuntu, ça va encore à peu près. voilà, Mais voilà, suivant les distributions, on n'a pas le même système de gestion de package, donc mais par contre après c'est un environnement qui est fait pour ça à la base. Mais moi il est taquin là, il m'embête alors qu'avec mon Mac j'ai moins de soucis. Bah, avec Mac en fait un peu comme sous Windows, en fait il y a des solutions logicielles maintenant Oui. Ouais. tout intégrées, comme WAMP Server sur Windows qui est plutôt bien fait. C'est ça. MAMP, oui, voilà, moi ça. MAMP je l'ai utilisé, c'est plutôt bien fait aussi. Oui, c'est ça, bah voilà, mais c'est ça du coup et je sais pas Mais pourquoi voilà, il donc faut dire. tout le monde est un petit peu sous Windows et Mac dans l'ensemble. Vous avez tous des ordinateurs portables? Non? Non, on va venir avec l'UC et puis le PC et puis avec l'écran, nickel. C'est un écran de bureau? Vous avez? Non, mais. Non, mais après on peut faire, on Non, peut ce mettre, qu'on on fait, peut faire des sessions en groupe, hein. Ouais, c'est ça, ce qu'on fait, c'est qu'en général, il y a plusieurs personnes sur un petit groupe. Oui. Oui, parce que. Bah déjà ça permet de collaborer. Ouais. Si quelqu'un comprend une notion et puis une autre personne comprend une autre notion, ça permet d'échanger. Si l'autre n'a pas compris la notion qui a été comprise par l'autre personne. Et puis voilà, ça crée de l'interactivité. Ah bah là ça va être très concret, hein. J'installe un serveur web, je regarde comment ça marche, comment ça démarre, comment j'installe un WordPress. Là il n'y a pas plus concret. Et puis après, On part d'une page blanche. quasiment. Bah de toute façon avec WordPress vous allez voir c'est pas quasiment une page blanche, hein, parce que vous allez quand même avoir un Il y a site pas de web. page. Euh, C'est bien, il mâche un peu le travail quand même. Il y a quand même on voit quand même quelque chose. je sais pas si j'en ai un sous la main. Hein. C'est qui m'a mis ma souris? Allô? Elle est là. Il faut qu'elle repasse en bas. Et je la vois pas en bas. Allô? Ah si, ça y est. Donc là, c'est typiquement,
typiquement, donc si je fais... je mets ça là. Donc là, typiquement, c'est un environnement de test que j'ai fait sur ma machine. J'ai pas de connexion à Internet. C'est pour ça que je l'ai appelé point local. Donc là, je suis dans une administration WordPress et c'est une installation qui m'a permis de faire des tests pour un client. Il avait une problématique avec notre plugin et puis l'extension WooCommerce pour faire du e-commerce avec WordPress. Donc j'ai fait une installation brute de décoffrage avec un WordPress de base et puis au départ le thème de base. Et puis quand on installe WooCommerce, en fait, il installe un thème spécifique qui est déjà préformaté pour faire du e-commerce. Et j'ai rien fait de plus. Hein. Donc quand je clique sur mon site web, vous voyez, tout est déjà prêt, quoi. Il m'a injecté déjà les données de démo dedans. Tout est déjà un petit peu pré-mâché, donc vous avez déjà une ossature prêt à fonctionner et prêt à publier. Hein. Mais après, si tu veux tout, enfin, entre guillemets, t'enlever une page blanche, tu peux aussi. Ah bah, Tu peux en enlever. C'est hyper simple. Dans le thème, on met un fichier qui s'appelle index.php, vide, et on aura une page blanche. Ça fonctionnera. Mais ça sera l'objet d'un autre meet-up. C'est des problèmes. Ouais, ou après on fait, c'était Julio qui avait fait au WordCamp en 2013, je crois, les 10 meilleures manières de casser son site web. C'était pas mal ça comme conférence. Faut de l'expérience. J'allais dire, t'installes WPML déjà. Je ne dirai rien de mon concurrent. Non, mais tout le monde le sait. C'est vrai que c'est... Bah, il paraît d'après Frédéric, il paraît qu'il s'améliore quand même. Ah oui? Ouais, ils ont fait des progrès. Mais ça reste, en termes d'interface, ça reste une usine à gaz. Attends que Gutenberg sorte et puis on en reparlera. Bah, même nous, on va être embêtés, je pense, avec Gutenberg. Ah mais là, ils speed hein, pour sortir. Ils veulent vraiment le faire Sortir pour 2018? Bah là, pour le trimestre, ouais. Bah, j'ai vu la 2.3.0 là qui est sortie. Je ne sais pas. Ils sont en train de speeder tout le monde là pour que ça sorte pour le premier trimestre. Mais bon. Pas d'autres questions? Ça vous a paru clair? Ça vous a clarifié certaines notions? J'ai une question si on veut mettre un ERP derrière, pour lui que le site il a été appelé directement dans la base de données de l'ERP qu'on a pour faire. Il va falloir faire des passerelles, là. Il va falloir faire du développement. Ouais. Oui, Soit ça a déjà été fait. Alors, l'avantage de WordPress, c'est que c'est un logiciel open source, libre. Mais ça ne veut pas dire que les développements qui sont faits pour créer des passerelles, ou comme nous, notre plugin, soient libres. Parce que, en fait, la partie logicielle va être libre. On va vous le fournir gratuitement. Par contre, on va vous vendre du support. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, le business model de WordPress. Oui, mais parce que par exemple, je crois que c'est au PHP, au Doom, je sais pas, qui fonctionne en PHP. Alors, alors après, c'est problématique. Si tout est sur le même serveur, ça va être beaucoup plus simple déjà. Oui, d'accord. Donc il vaudrait mieux héberger soi-même, en gros, c'est ça. Ça va être plus simple. Parce que du coup, on va avoir beaucoup moins de problèmes de droit et puis d'accès entre les scripts. Tout est en PHP. Donc que ça soit du côté WordPress ou de OpenURP, je suppose qu'il est en PHP, c'est ça? Enfin, si c'est par exemple Dolibar qui est en PHP, Ah non, bah c'était Dolibar, tout est en PHP, donc on peut très bien avoir un script qui tape d'un côté dans WordPress et de l'autre dans Dolibar. Parce que les bases de données, on va être accessibles du même endroit, même si les bases de données ne sont pas forcément physiquement sur le même serveur, elles sont accessibles dans le réseau de l'hébergeur à partir du serveur sur lequel on exécute PHP. Donc on va avoir les droits pour taper dans les deux bases de données. Donc ça va être beaucoup plus simple. Mais il y aura forcément du développement à faire à un moment donné. Soit réutiliser un développement déjà fait, soit le faire soi-même.
moins de problèmes de droit et de performance aussi, ça sera mieux. Quand on a tout et tout sur le... Bah, de toute façon, plus on multiplie en fait les communications inter-serveurs, plus ça va ralentir. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure. Ici, on a le DNS. Hein. Mais quand on fait une requête, quand je tape mon URL ici pour accéder à mon serveur, en fait, ça passe déjà par une résolution DNS. Donc, on va déjà taper dans un premier serveur ici pour dire mon nom de domaine correspond à l'IP de cette machine-là. Et puis après, ici, sur cette machine-là, on peut accéder à une base de données. Par exemple, WordPress va accéder à une base de données. Donc on va encore avoir une connexion ici. Donc on va encore ralentir au niveau du réseau. Donc si on est sur une base de données qui est encore sur un autre hébergeur, ben on va refaire une résolution DNS pour accéder à la base de données. Ouais, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que cette base de données qui est utilisée par le site, ça peut pas être celle d'un ERP? Bah, WordPress, lui, il a son oui, propre modèle de données. Il Lui. faut faire ses filtres pour envoyer Il a son propre modèle de données. Donc ce qu'on publie dans WordPress n'est pas forcément structuré comme ce qui est structuré dans l'ERP. Par contre, à partir de WordPress, on peut très bien avoir du code qui va taper dans l'ERP, qui le met à sa sauce, et puis après qui va l'injecter dans la base de données de WordPress pour faire une sorte de cache, ou qui carrément va le renvoyer vers le navigateur dans la page HTML. Hein. Ça, c'est envisageable. Ici, WordPress, lui, il a sa propre base de données, mais rien n'interdit à un script de WordPress de venir taper là. On peut très bien faire une extension qui vient taper ici. Ça, c'est complètement possible. Bon, je pense qu'il y a plein d'extensions même qui font ça. J'en connais pas comme ça, mais voilà. Après, plus on multiplie en fait les connexions réseau, plus on a des chances de ralentir un petit peu quand même le site web, même si les réseaux sont de plus en plus performants. Mais à chaque fois, voilà, on fait des résolutions DNS. Alors, en général, on va s'arranger pour mettre l'IP directement, comme ça, on va chanter la résolution DNS. Mais après, si toutes les machines sont quasiment hébergées au même endroit, on va gagner en rapidité, forcément. C'est pareil, quand en PHP on génère la page, plus votre traitement pour générer la page est complexe, plus ça va être long à répondre. Donc après, il y a des optimisations à faire parfois aussi dans le code pour gagner de la performance. Donc sous WordPress, déjà ce qu'il faut savoir, un WordPress de base, quand il est non traduit en anglais, il est 30% plus rapide qu'une version française. Ne serait-ce que déjà parce qu'il a besoin de charger les langues, il a besoin de faire toute une mécanique de traduction. Donc si vous utilisez un WordPress full en anglais pour faire que de l'anglais, vous serez plus rapide qu'un site français. Donc, il n'y a toujours pas du coup la traduction anglais ou français, enfin pas la traduction mais la possibilité d'utiliser de différentes langues. Si, en utilisant une extension supplémentaire, dont celle sur laquelle moi je vais travailler. Ça en fait partie. Il y a WPML qui évoquait Stéphanie, et il y a Polylang. Il y en a une autre qui s'appelle Wiglot, qui est plus une extension de traduction automatique qui passe par une solution SaaS. Mais si on ne veut pas que ça traduise, si on veut nous faire la traduction nous-mêmes. Polylang, c'est ça, ça permet ça. C'est-à-dire qu'on permet à l'intérieur de WordPress de faire de la traduction manuelle. Ouais, et de choisir après qu'il y a un petit drapeau. C'est ça. Un petit drapeau ou non. Parce qu'on peut détecter la langue par le contenu, suivant comment on paramètre l'extension. Ah oui, c'est sophistiqué. Mais, ouais, je vais pas vous embrouiller, mais de base, en fait, on peut très bien utiliser WordPress et multilangue, hein, c'est-à-dire que on charge le package français, ou
où on télécharge WordPress directement sur la communauté francophone, directement en français, toute l'administration sera en français. Et toute la partie front du thème de base sera en français. Mais ne serait-ce que faire ça, déjà, ça ralentit votre site. Donc après, on rajoute des systèmes intermédiaires ici, où on va biaiser un peu le système, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte créer des fichiers statiques. C'est ce qu'on appelle de la mise en cache. C'est-à-dire que la première visite, personne n'a visité, on génère la page, on la met ici. Et à la deuxième visite, plutôt que de refaire toute la mécanique communiquée qui prend du temps, on va directement servir le fichier statique. C'est ce qu'on appelle de la mise en cache. Mais là, on dépasse largement le sujet d'aujourd'hui. Et là, on va avoir des systèmes qui vont permettre d'avoir des sites un peu plus rapides. On a bien. Merci, Emmanuel. On a. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Non, mais c'est. Il y avait 4 slides, mais j'ai été bavard. Oui, mais après, c'est des sujets sur lesquels on s'est terminé. Bon tour de roue, c'est bien.